encore une fois, c'est pas acceptable que quelqu'un aille manifester, se retrouve avec un œil en moins. Enfin, comment c'est possible? Je n'ai absolument pas vu de déferlement, de haine, de casseurs, de gens venus pour détruire la République. Je crois que ces gens-là sont pas là pour détruire la République, on est là pour reconstruire une vraie République, quoi. Clairement. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé à aller manifester à partir du mois de décembre, j'ai pas eu envie de mettre une pancarte en disant je suis l'acteur du cinéma français. J'étais un citoyen en fait. Quand j'ai fait la manifestation avec les sous-marins jaunes, où on a étendu cette banderole où il était écrit « Nous ne sommes pas dupes, les gens de la culture et de l'art », et que j'ai vu des gens s'arrêter, applaudir, être émus, et un vieux monsieur, je sais pas ce qu'il faisait, mais je sentais que le gars, il était là, il venait tous les week-ends, etc. Et qui dit la culture, enfin, on vous attend depuis longtemps, quoi. Moi, ça m'a profondément ému. Moi, je pense qu'on a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître. Ça peut pas d'un coup dire ah bah il y a eu la période des gilets jaunes et puis pouf, ça c'est terminé. Il y a des gens qui vont rester, qui vont pas vouloir regarder autour d'eux et qui vont continuer à vivre. Et c'est bien ça c'est bien ça tout le problème de notre monde, c'est qu'il y a des gens qui continuent, qui sont dans leur confort et qui continueront de s'accrocher à ça. Et le gars qui crève à côté, on s'en tape, on continue. Je crois que la question de l'inégalité des chances, même si on est du bon côté, c'est impossible de ne pas se la poser. C'est impossible. Moi, je crois vraiment qu'il y a une conscience qui s'élève de partout. Et que des gens ne peuvent plus, même s'ils ont leur petit confort à eux, ne peuvent plus rester insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Entre des gens en fait qui disent, voilà, encore une fois pour être simpliste, mais qui disent on manque de pain, on a faim, on est dans la merde, et il y a des gens qui se gavent, qui dorment sur des matelas de pognon. Donc est-ce qu'à un moment on ne peut pas essayer de rééquilibrer les choses? Et on leur répond. C'est le climat de terreur qui est installé, qui conditionne les gens pour qu'en fait ils n'aillent plus manifester. Et ça c'est insupportable. C'est-à-dire que le droit de manifester, il est comme ça. On a le droit de manifester. Et que de manière complètement sournoise, on vienne mettre de la peur chez les gens, et même de la terreur pour qu'ils aillent plus manifester, c'est pas acceptable. Parce que là, on a quand même on a des blessés graves, on a des peines de prison ferme pour des gens qui ont lancé un appel à venir manifester sur Facebook, pour des gens qui ont appelé à bloquer une raffinerie, qui se retrouvent avec des peines de prison ferme. Voilà. À partir du moment où on essaye de faire taire quelqu'un, c'est qu'en fait il a quelque chose d'assez juste à dire. Parce que si tu dis n'importe quoi, tout le monde te laisse parler, c'est bon, c'est un fou, c'est un débile. Mais quand on commence à dire des choses en fait très justes et qui les fait un peu trembler là-haut, bah en effet... Ce mouvement, il n'est pas prêt de s'éteindre. Parce que les gens, ils sont tellement dans la merde qu'évidemment, tous les week-ends, ils n'ont rien d'autre à foutre et ils vont revenir. Ils vont revenir. Il suffit d'aller sur les ronds-points. Moi, je suis pas allé sur les ronds-points, mais en effet, j'ai vu le film Je veux du soleil et d'aller dans la rue pour se rendre compte très très vite que les informations relayées par les médias de masse ne sont pas vraies. Mais vraiment pas du tout. En tout cas, tous les espaces possibles pour parler, pour dire quelque chose par rapport à ça, faut les saisir. On va pas... Donc après, ça se passe au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, il y a de tout. Hein. Transmettre cette parole va toucher, après, c'est comment les gens la reçoivent. Mais au moins de pouvoir la diffuser, et puis voilà, ça c'est essentiel, donc il faut absolument le saisir. On a 3 stars qui d'un coup sont mises en lumière et évidemment qui vont être sous les feux, et en même temps c'est des gens qui sont déconnectés
de la même manière que les gouvernants et les élites contre lesquelles on essaie de se battre. Ils sont déconnectés aussi, ils comprennent pas la réalité. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'y a pas de tête au sommet des Gilets jaunes, c'est que on se méfie du pouvoir. On a bien compris, on ne pourra pas faire les uns sans les autres. Et on a bien compris qu'en fait, peut-être la seule chose qui va nous permettre de vivre mieux maintenant, c'est de prendre les décisions collectivement, mais c'est dans l'immeuble, dans la rue, dans le quartier. Et c'est pas ce système pyramidal où il y a un mec qui va décider pour tout le monde et qui ne sait absolument pas comment vivent les gens, quoi. On est dans un système qui, on le voit bien depuis un certain nombre d'années, va gentiment dans le mur. Ce système, il faut qu'on le fasse péter, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça fait peur à tout le monde. Ce qu'on finit par se dire avec tout ce mouvement, et je pense qu'on est quand même beaucoup à le penser, c'est qu'on se dit c'est le système entier qui ne va pas. Et si on veut aller vers l'écologie, et ben dans ces cas-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce néolibéralisme, et donc il y a un système à changer. Ce gouvernement, en fait, représente un peu l'apogée de ce système oligarchique et méprisant. Je sais pas, c'est comme un divorce. Deux personnes s'engueulent, bon, il y a un moment où faut couper. Et puis on se pose, et puis on va réfléchir, et puis on va changer les choses. Mais on peut pas continuer de continuer ce système. Et là, il y a un truc extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'apparemment, il n'existe rien entre la démocratie et la dictature. Et apparemment, au milieu, il n'y a rien. Et l'autre jour, j'entendais Alain Damasio qui parlait à la radio et qui parlait de démocrature. Et j'ai dit, bah putain, c'est ça. Vraiment, c'est dans l'éducation, c'est là que ça commence. C'est là, c'est dans le changement des mentalités, où on n'apprend pas à être le meilleur ou à être bon. Un enfant qui rentre à l'école, on n'a pas à lui dire t'es bon ou t'es mauvais, c'est pas possible. Assez vite, nos enfants sont très vite conditionnés aux résultats, à correspondre, etc. etc. Et mon Dieu, il y a du boulot. Il y a du boulot. Évidemment, la réponse, pour moi, c'est pas discutable, c'est l'éducation. Et donc, quand tu parles d'une époque et tu te dis quelle va être la suivante, bon, bah, s'il y a une conscientisation, ces gens-là vont élever leurs enfants. Et évidemment qu'aujourd'hui, pour certains, pas tous, mais on élève nos enfants dans un souci de respect de la nature, de faire attention à l'électricité, à l'eau, à plein de choses. Voilà. Xavier, qu'est-ce qui a déclenché votre prise de conscience concernant ce mouvement ? Qu'est-ce qui vous a motivé à prendre parti pour ce mouvement ? Il y a des choses qui ne sont pas supportables. Voilà. Et de voir la répression de gens comme ça qui descendent dans la rue pour manifester et que c'est un droit. De voir la manière dont ils ont été mutilés pour certains et de manière définitive. Ça, c'est pas supportable. Donc ça, c'était le premier point qui m'a amené à me dire... Il y a combien de temps environ ? Alors, je sais pas, mais ça fait bien 3-4 mois. D'accord. Maintenant, le deuxième point qui m'a éclairé sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est le film de Perret et de Ruffin, qui sont allés faire des portraits comme ça, qui sont partis 6 jours en bagnole, avec une caméra. Je veux du soleil. Je veux du soleil, qui sont partis à la rencontre des gens sur les ronds-points. C'était pas dans un milieu urbain, et je crois qu'à l'origine, ça part quand même de là. J'étais très touché en fait par ce film parce que tout à coup, je voyais le fond de qui étaient du pourquoi. Et voilà, en quelques mots, pour moi, ce que j'ai senti, ce qui m'a touché, c'est le fait que des personnes vivent chacun dans leur coin, dans la honte d'être dans la merde et dans la misère, et qui sont totalement seuls, et que tout à coup, cette honte qu'ils avaient, ils ont pu, sur les ronds-points, la partager. Et se sentir du coup moins seul, et cette honte est devenue, comment dire, c'est comme si après c'est honte, pas honte pour nous, honte à vous, que nous vivions dans cette honte-là. Et la fraternité qui se dégage
de ces personnes qui viennent de tout métier, de tout bord, etc., où finalement c'est un sentiment fraternel qui se crée. Et ça me bouleverse. Et du coup, je me suis dit, en sortant du film, je me suis dit, mais ce mouvement, il n'est pas prêt de s'éteindre. Parce que les gens, ils sont tellement dans la merde qu'évidemment, tous les week-ends, ils n'ont rien d'autre à foutre et ils vont revenir. Ils vont revenir. Vous, Swan, ça fait depuis plusieurs mois déjà que vous manifestez, même peut-être depuis le début. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de descendre dans la rue, de soutenir ces Gilets jaunes ? En fait, moi je crois quand même que depuis mon adolescence, je suis assez en colère sur tout un tas de sujets, et il me semble que ça fait longtemps en fait qu'on est beaucoup à dire, mais combien de temps ça va durer en fait, combien de temps on va continuer à vivre comme ça. C'est un truc très très général quoi, mais sur cette société individualiste. Et donc il y a eu évidemment plusieurs mouvements. Il y a eu à la suite des manifestations pour la loi travail, la nuit debout, tout ça. Et là, d'un coup, moi j'étais en train de tourner en Tunisie, et je crois que je suis rentré au moment où il y a eu où c'était le bordel aux Champs-Élysées, là où d'un coup on a vu des images de guérilla. L'acte 2 du coup ? Ouais, c'est possiblement l'acte 2, ouais. D'accord. Et là, je me suis dit, ok, là, il est en train de se passer quelque chose, vraiment. Et donc, j'y étais le samedi suivant. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'était pas la même population que celle que j'avais l'habitude de voir dans les manifs. Et là, je me suis dit, donc là, il y a quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, comme disait Xavier, c'est des gens qui étaient, pour certains, très seuls ou dans la honte d'avoir du mal à vivre. Et pour la première fois, ces gens-là avaient décidé de sortir et en effet, du coup, de se rencontrer, de commencer à parler, de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Donc il y avait quelque chose en fait de très nouveau là-dedans. Je crois qu'on a compris très vite que ça dépassait absolument cette histoire du prix de l'essence. Et en même temps, cette histoire du prix de l'essence, elle est symptomatique. C'est-à-dire qu'à un moment, qui va nous faire croire que c'est une décision faite pour l'écologie Enfin, je veux dire, ça, en fait, c'est l'absurdité d'essayer de nous faire croire ça aussi qui met les gens dehors. C'est-à-dire, en fait, vous nous prenez vraiment pour des buses, là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais oui, c'est exactement ça, ouais, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. C'est en fait, n'allez pas nous faire croire. Il y a des vraies décisions à prendre, il y a des décisions très importantes à prendre, qui sont peut-être lourdes de conséquences, mais il y en a, pour améliorer et aller dans le sens de l'écologie. Mais là, on sait très bien que ceux qui ont du pognon, ils vont continuer à prendre leur bagnole et tout, et on sait très bien que ceux qui en ont pas, et bah d'un coup, c'est Édouard Louis qui dit, qui parle de je sais plus quelle politique, qui dit ça va, c'est 5 €, c'est quoi, qui est à 5 € près? Ça dans les appels, ouais. Et Édouard Louis il dit mais en fait 5 €, pour moi quand j'étais gamin, c'était des pâtes et de la sauce tomate, on mangeait pendant 2 jours. Voilà, donc cette augmentation de l'essence, en fait, une fois de plus, elle n'empêche qu'une partie de la population. Et voilà, j'ai été assez ému de me dire, tiens, il y a des gens qui sortent qui n'étaient jamais sortis, qui sont évidemment plus costauds, plus résistants que nous, c'est-à-dire nous, les petits intellectuels de gauche, parce que je veux dire, la violence policière, elle n'est pas nouvelle, on l'a vu, moi je l'ai vu se déchaîner place de la République il y a quelques années de manière assez démente, et on la voit dans les quartiers depuis 20 ans. Lajli qui a fait son discours à Cannes, il dit nous ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes, donc voilà, on va pas refaire, mais bon, Adama, Théo, Zayed, Bouna, bref, il y a les ZAD, Rémi Fraisse. Donc voilà, d'un coup, je me suis dit, depuis tout ce temps où on attend en fait que quelque chose se passe vraiment et qu'il y ait une convergence, je me suis dit peut-être que c'est maintenant, comme c'est pas derrière un mouvement politique, comme c'est pas derrière les syndicats, que d'un coup c'est juste des gens qui se retrouvent sur cette idée de on peut plus continuer comme ça parce que nous on n'arrive plus à vivre. Et moi personnellement j'arrive à vivre en fait, mais ça n'empêche pas que je trouve insensé ce monde-là, et enfin, je veux dire, il suffit de se balader 5 minutes pour voir. Ouais, il y a des villages sous le périph' de réfugiés. En fait, on est dans une déshumanisation totale, quoi. Et c'est impossible d'un coup de pas se dire, tiens, là il y a une brèche qui s'ouvre,
on verra bien où ça va, mais allons-y. Et en effet, la détermination qu'on a sentie très vite, je me suis dit, là, il y a quelque chose que j'ai jamais vu. Et a fortiori, quand on voit les thèmes qui sont ceux des Gilets jaunes, je crois savoir que ce sont des thèmes qui vous sont chers. On traite de l'injustice sociale, on traite de la transition écologique, on parle de justice même tout court. On peut dire qu'on est dans une réelle demande démocratique. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un peu un appel à l'aide et ça nous rappelle qu'il y a vraiment urgence à agir? Ouais, complètement. Et puis c'est aussi vraiment le constat de l'échec de la démocratie représentative. C'est révélateur de ce fossé qu'il y a entre les élites et le peuple. Et là, quand on les voit se féliciter, de dire il y a eu un sursaut de participation aux élections européennes, etc., mais il y a un sursaut, il y a un électeur sur 2 qui ne va pas voter. Donc non, c'est pas la victoire de la démocratie représentative. Donc en fait ça met tous les sujets sur la table, mais qui sont des sujets de longue date finalement. Mais c'est vrai que ce gouvernement en fait représente un peu l'apogée de ce système oligarchique et méprisant. Et aussi c'est d'un coup des initiatives, parce que c'est ce qu'on a vu naître un peu à Commercy, à Saint-Nazaire et tout ça, aux assemblées des assemblées. En fait, on a bien compris, on ne pourra pas faire les uns sans les autres. Et on a bien compris qu'en fait, peut-être la seule chose qui va nous permettre de vivre mieux maintenant, c'est de prendre les décisions collectivement, mais c'est dans l'immeuble, dans la rue, dans le quartier. Et c'est pas ce système pyramidal où il y a un mec qui va décider pour tout le monde et qui ne sait absolument pas comment vivent les gens, quoi. Donc en fait, non seulement les gens sortent pour dire on n'y arrive plus, mais en plus de ça, avant d'attendre qu'il y ait des décisions qui soient prises et qui viennent d'en haut, eux-mêmes s'organisent, eux-mêmes commencent à vivre différemment. Et d'ailleurs, on le voit dans le film de Ruffin. Les gens s'arrêtent, ils amènent un cajot, de la bouffe, des machins, etc. Et j'ai quand même l'impression, et ça va avec l'écologie, ou en tout cas vers le changement qu'on doit opérer, ça va avec. On ne pourra pas continuer à être chacun pour sa gueule. Ça ne marchera pas. Xavier, j'imagine que vous... Il y a juste une chose, ouais, bien sûr. Il y a juste une chose que je voulais rajouter, c'est aussi quelque chose c'est le climat de terreur qui est installé, qui conditionne les gens pour qu'en fait ils n'aillent plus manifester. Et ça c'est insupportable. C'est-à-dire que le droit de manifester, il est comme ça. On a le droit de manifester. Et que de manière complètement sournoise, on vienne mettre de la peur chez les gens, et même de la terreur pour qu'ils aillent plus manifester, c'est pas acceptable. C'est antidémocratique. Mais je crois que c'est une raison suffisante pour se dire tiens, là il y a des vrais sujets en fait qui sont soulevés par les gens. À partir du moment où on essaie de faire taire quelqu'un, c'est qu'en fait il a quelque chose d'assez juste à dire. Parce que si tu dis n'importe quoi, tout le monde te laisse parler, c'est bon, c'est un fou, c'est un débile. Mais quand on commence à dire des choses en fait très justes et qui les fait un peu trembler là-haut, bah en effet. Donc moi je pense qu'en effet la violence et la terreur avec laquelle on essaie de les faire taire, elle est suffisante pour qu'on se penche sur le mouvement et qu'on se dise tiens, quelles sont leurs revendications? Pourquoi on essaie de les faire taire? Est-ce que c'est justement dans cette optique que, lors du dernier festival de Cannes, vous avez souhaité lire un texte regroupant 3 témoignages de Gilets jaunes dénonçant l'ensemble des thèmes que l'on vient d'aborder? Est-ce que vous avez senti que cet espace médiatique particulier que représente le festival de Cannes permettrait d'apporter quelque chose à ce mouvement, ou du moins de porter la voix de ces inaudibles? On nous a donné un espace pour pouvoir lire ça. Et après, je sais pas très bien l'impact que ça a, mais en tout cas oui, c'est des endroits de mise en lumière. Et donc, C'était important pour vous, c'était nécessaire. Vous avez dit le festival, c'est un moment à ne pas rater pour porter cette voix. Bah, en fait, à un moment, on a envie d'être une seule personne. On n'a pas envie d'être un mec qui va au festival de Cannes habillé comme un lord et puis qui d'un coup revient dans son quartier et dit ouais, c'est la merde, c'est plus possible. On a envie d'être la même personne. Donc on se dit, bon bah là-bas, même si on va être habillé hyper chic et tout, ça ne nous empêche pas d'aller dire des paroles de gens qui n'ont pas, en fait, qui n'ont plus de tribune, ou en tout cas qui sont vraiment, qu'on s'arrange pour qu'on ne puisse pas les entendre.
Donc oui, c'était l'occasion. C'est important pour moi, c'est important pour nous tous. Et moi, je le fais, encore une fois, je le fais pas en mon nom. Mais je le fais parce que je crois que en fait, je m'en voudrais de pas le faire, quoi. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à aller manifester à partir du mois de décembre, j'ai pas eu envie de mettre une pancarte en disant je suis acteur du cinéma français. J'étais un citoyen, en fait. Mais donc d'un coup, j'ai compris que peut-être en fait, il fallait un tout petit peu se servir de cette place-là qu'on peut avoir pour faire entendre plus facilement une parole. Et donc j'ai lu ces mots de Gilets jaunes, où j'ai essayé de rassembler comme ça pour avoir quelque chose d'assez vaste sur les revendications et les sujets. Et à la fois, j'avais écrit une petite introduction qui était très très importante pour moi, qui était de dire clairement, voilà, moi je suis pas précaire, moi je fais pas partie de ces gens qui galèrent pour vivre, mais par contre ça me paraît impensable en fait de continuer à vivre avec des œillères sans regarder autour de soi. Je crois que la question de l'inégalité des chances, même si on est du bon côté, c'est impossible de ne pas se la poser. C'est impossible. De votre côté, Xavier, vous avez également eu l'occasion d'intervenir à Cannes. Vous avez lu le texte d'un gilet jaune, Major Tom, je crois, qui dénonce les violences policières et la répression. C'est quelque chose qui vous a, du coup, viscéralement marqué pour vouloir spécialement parler de ce thème-là, de la répression, à Cannes, dans ce moment médiatique où vous pouvez diffuser une parole. Pourquoi ce choix ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, cette violence, cette répression, elle n'est pas supportable. Donc il faut et à mon sens, elle n'est pas assez diffusée, elle n'est pas assez communiquée d'abord par les médias en place. Donc ça c'est important. Et puis encore une fois, c'est pas acceptable que quelqu'un aille manifester, se retrouve avec un œil en moins. Enfin, comment c'est possible ? Et vous pensez que le fait d'avoir pu tenir ce discours, avoir fait cette intervention devant cette salle, vous pensez que vous avez pu toucher une partie du public sur cette question-là ? En tout cas, tous les espaces possibles pour parler, pour dire quelque chose par rapport à ça, faut les saisir. On va pas. Donc après, ça se passe au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, il y a de tout. Hein. Il y a des gens du Star System, et il s'agit pas de critiquer qui que ce soit, mais voilà, c'est un endroit du cinéma, et là on peut se retrouver à parler avec des gens qui sont des cinéastes qui sont qui sont engagés, d'autres qui le sont moins. Ce que je veux dire, c'est que on a un endroit où à la fois tout est rassemblé, c'est-à-dire qu'il y a des cinémas qui sont de cinéastes engagés, avec des propos profonds, etc. Et on a, pas des cinéastes avec machin, mais c'est, voilà, avec un côté plus glamour, plus commercial, plus ci, plus ça. Je parle pas forcément dans les sélections officielles ou quoi, mais il y a de tout, il y a tout ce monde-là, voilà, qui est là. Donc, transmettre cette parole va toucher, après, c'est comment les gens la reçoivent. Mais au moins de pouvoir la diffuser, et puis voilà, ça c'est essentiel, donc il faut absolument le saisir. Comment avez-vous vécu le moment où, lors de votre discours, on a pu entendre des huées, on a entendu une femme s'exprimer, scandalisée. On vous voit continuer votre discours, presque laisser rien transparaître, mais comment vous avez vécu ce moment ? C'était tout à fait représentatif de ce qui se passe dans notre société, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont applaudir, qui sont complètement acquis à la cause, et puis il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire, et cette personne, on va pas s'attacher à elle, mais bon, moi je suis après que c'était pas quelqu'un du cinéma, c'était juste une spectatrice, une Cannoise qui était venue là, et voilà, et qui représente autre chose. Comme disait tout à l'heure Swan, il y a des gens qui vont rester, qui vont pas vouloir regarder autour d'eux, et qui vont continuer à vivre, et c'est bien ça tout le problème de notre monde, c'est qu'il y a des gens qui continuent, qui sont dans leur confort et qui continueront de s'accrocher à ça, et le gars qui crève à côté,
on s'en tape, on continue. J'ai quand même, et ça depuis, c'est dénoncé depuis, je sais pas, je repense tout à coup à un sketch des Nouveaux Monstres, ça date de 1980, puis il y a eu des trucs bien avant, etc., qui nous montrent comment des gens restent, comment dire, complètement hermétiques au monde dans lequel ils vivent et qui vont continuer à vivre comme ça. Mais ça n'est plus... Enfin voilà, moi je crois vraiment... je crois vraiment qu'il y a une conscience qui s'élève de partout et que des gens ne peuvent plus, même s'ils ont leur petit confort à eux, ne peuvent plus rester insensibles à ce qui se passe autour d'eux. Et d'autant plus qu'on a ce problème du climat qui nous... On est tous égaux face à ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va continuer l'un à polluer, à continuer avec son entreprise, etc. etc. Et puis quoi, dans les enfants qui viendront, les siens, les miens, ils en subiront les conséquences. Donc Après, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus réduire la salle à cette seule intervention, parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal d'applaudissements. C'est même des applaudissements qui ont recouvert les cris de cette personne. Donc, au final, on peut penser que la prise de conscience se fait petit à petit, malgré tout. Elle se fait de manière inévitable, je pense. Elle est obligée de se faire. Je crois. Je crois parce que sinon, je ne serais pas là. Je vais vous poser une question à tous les deux, je vous laisse choisir qui répond en premier. Suite à vos deux interventions à Cannes, on a pu se rendre compte que du côté de la presse, vous subissiez un petit peu ce que subissent les Gilets jaunes. C'est-à-dire que malgré tout, ça a été assez peu relayé, il faut le dire. C'est qu'on a, à part sur les réseaux sociaux, notamment Xavier, la vidéo a beaucoup tourné, a été énormément partagée, mais on a très très peu de relais dans la presse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Xavier, Swan? Oh, je laisserai la parole à Swan, qui a plus l'habitude que moi, sans doute des médias, et voilà. Je sais pas, mais déjà, même sur Facebook, il y a un truc, il y a un algorithme spécial. Clairement, clairement, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins visibles que d'autres. Moi, quand je poste un truc sur un film, voilà, je vois bien, il y a énormément de gens qui... Alors peut-être qu'il y a beaucoup moins de gens qui like quand on poste un truc politique, mais je pense quand même néanmoins qu'il y a beaucoup moins de gens qui le voient. Voilà, après c'est pas... Enfin, c'est pas... En fait, si tu veux, c'est que si on a fait ça, c'est justement parce que il faut trouver d'autres moyens de faire entendre cette parole, et notamment à travers les médias alternatifs, etc., qui sont en fait les médias qu'on est beaucoup, nous, à suivre, et l'information, on va la chercher là. Donc on l'a fait en connaissance de cause. Donc après, c'est vrai qu'on va pas être surpris de dire « Ah bah tiens, ils n'ont pas relayé ». On l'a fait justement pour passer ailleurs et donner cette voix-là. Donc après, évidemment, ils vont pas se faire le relais de ça, puisqu'en plus, à l'intérieur de ces vidéos, ils sont eux-mêmes critiqués. Où on dit l'image qui a été donnée du mouvement est fausse. Enfin, en tout cas, il suffit d'aller sur les ronds-points. Moi, je suis pas allé sur les ronds-points, mais en effet, j'ai vu le film Je veux du soleil, et d'aller dans la rue pour se rendre compte très très vite que les informations relayées par les médias de masse ne sont pas vraies. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire moi j'ai rencontré plein de gens dans les manifs à Paris le samedi. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté leur vie, des vies incroyables, des gens adorables. Voilà. Je n'ai absolument pas vu de déferlement, de haine, de casseurs, de gens venus pour détruire la République. Je crois que ces gens-là ne sont pas là pour détruire la République, on est là pour reconstruire une vraie République, quoi. Clairement. Swan, vous êtes même allé jusqu'à évoquer les sans-culottes et la commune dans le texte que vous avez lu à Cannes. Est-ce que vous pensez que ce mouvement des Gilets jaunes s'inscrit dans cette continuité historique? Alors ça fait partie des textes qu'on a reçus. Donc moi j'ai fait un mix un peu de 3 textes. C'était une phrase que je trouvais assez forte. Oui, inévitablement, ça s'inscrit dans le même mouvement, parce que...
clairement, quoi, les revendications, les choses qui sont montrées du doigt, les choses qui sont demandées, en fait, elles me paraissent juste évidentes. Et donc, quand même, la Révolution française commence parce que d'un coup, il y a un Premier ministre qui est une sorte de ministre des Finances qui dit il faudrait quand même qu'on fasse payer des impôts à peu près égaux au clergé, à la noblesse et aux 98% du peuple. Et là, d'un coup, le clergé et la noblesse disent bah non. Et ça part quand même de là. Enfin, c'est très simpliste hein, ce que je raconte, mais ça part de là. La commune, moi j'ai fait un film qui s'appelait Les Anarchistes, et du coup, le réalisateur m'a filé tout un tas de bouquins, je me suis plongé dedans, j'ai trouvé ça passionnant. Quand on lit quand même tout ce qu'ils ont mis en place en 2 mois, ça paraît du bon sens, quoi. Clairement, il y a un moment, on ouvre les hôpitaux pour les gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. Enfin voilà, je veux pas. Pour les femmes, des choses vraiment visionnaires, quoi. Mais incroyable. Et derrière, on envoie les Versaillais et on a vraiment un massacre absolument terrible. Donc il y a un écho qui est inévitable entre des gens en fait qui disent voilà, encore une fois pour être simpliste, mais qui disent on manque de pain, on a faim, on est dans la merde, et il y a des gens qui se gavent, qui dorment sur des matelas de pognon. Donc est-ce qu'à un moment on peut pas essayer de rééquilibrer les choses? Et on leur répond voilà. Donc là il y a quand même, ça ressemble beaucoup. Après la phrase est forte, on peut la critiquer, peu importe, mais moi je la trouve assez vibrante. Et vous Xavier, comment imaginez-vous la suite de ce mouvement? Est-ce que vous lui voyez un avenir? Est-ce que vous pensez que la lutte actuelle a une chance d'être victorieuse? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? On peut penser quand même qu'il y a bien un moment où ils vont être obligés d'entendre. Puisque c'est surtout ça en fait, c'est de faire entendre. Et est-ce qu'après, il y a un moment où, enfin moi je pense qu'il y a un moment où ils vont bien être obligés, oui, ils vont bien être obligés de prendre en considération, ils l'ont déjà fait un peu, et d'aller plus loin là-dedans, ils pourront pas tenir, je pense pas. Soit un avis sur ça, l'avenir du mouvement? Moi je pense que c'est compliqué. Parce que là on a quand même on a des blessés graves, on a des peines de prison ferme pour des gens qui ont lancé un appel à venir manifester sur Facebook, pour des gens qui ont appelé à bloquer une raffinerie, qui se retrouvent avec des peines de prison ferme. Et au moment présent, c'est pas la révolution, c'est pas la guerre. Alors que ce qui se passe est quand même extrêmement grave. Donc c'est vrai que moi, à court terme, je vois pas d'énormes avancées. Là, on a été pris au piège dans ce jeu des élections qui est extrêmement compliqué, parce qu'en fait, ce qu'on finit par se dire avec tout ce mouvement, et je pense qu'on est quand même beaucoup à le penser, c'est qu'on se dit c'est le système entier qui ne va pas, et si on veut aller vers l'écologie, et ben dans ces cas-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce néolibéralisme, et donc il y a un système à changer. Donc, il faudrait ne pas voter pour refuser ce système. Et bien on a voté. Moi j'ai voté. On est énormément à avoir voté. 1 sur 2, donc c'est peu par rapport au corps électoral, mais malgré tout, on a quand même peur. Voilà, on a quand même peur du résultat des urnes. Donc les autres derrière, ils se gaussent. Donc c'est une victoire pour eux. Donc voilà, il y a un moment, si 80% du corps électoral ne va pas voter, là on peut dire d'accord, tout le monde dehors, et c'est inacceptable que qui que ce soit dise on a été élu, vous n'avez pas été élu, il y a 80% des gens qui n'ont pas voté. Donc là il y a quelque chose qui est pas évident à mon avis sur le court terme, mais je pense que c'est sur le long terme en fait qu'il y a quelque chose qui est inévitablement en train de se modifier. Et un peu pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens s'organisent, en fait ils ont compris que ça ne viendra pas d'en haut. Et les gens s'organisent différemment. Et on voit aussi tout un tas de gens qui se politisent, des gens qui ne connaissaient pas la Constitution, qui sont mis à la lire, des gens qui ne savaient pas ce que c'était le CICE, la flat tax, etc. Et qui du coup apprennent, etc. Donc il y a quand même une repolitisation de gens qui ne l'étaient pas du tout. Donc à mon avis, en profondeur, il y a quelque chose qui va... Mais voilà, mais c'est peut-être 10 ans, c'est peut-être 20 ans. Mais il y a quelque chose qui inévitablement
va bouger, va changer, et je pense que ça viendra des communes, ça viendra des ronds-points, ça viendra des rues, des quartiers, des immeubles, encore une fois. Les gens entre eux, comment on s'organise ensemble pour vivre différemment. Comment est-ce que si on a quelqu'un dans l'immeuble qui est dans la merde, comment est-ce qu'ensemble on va essayer de l'aider. Voilà. Donc moi je pense qu'on a atteint un point de non-retour, c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître. Ça peut pas d'un coup dire ah bah il y a eu la période des gilets jaunes et puis pouf, ça c'est terminé. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... Mais à mon avis, et ça n'est que mon avis, mais là on est vraiment dans une époque charnière telle que je crois qu'on peut rien prédire pour le coup. On ne peut pas savoir ce qui va arriver à nos enfants quand ils auront 20 ans, malheureusement. Xavier ? En fait, le mouvement des Gilets jaunes, il y a quand même quelque chose, effectivement, c'est intéressant de le resituer dans l'histoire, parce qu'il y a eu tellement, il y a eu entre guillemets, des révolutions, il y en a eu, et pas qu'entre guillemets, il y a eu des choses, il y a eu plein de tentatives de choses collectives, du peuple, de changer les choses. Cette histoire-là, elle est derrière. On est là, on la connaît pour la plupart, même si cette histoire est, comment dire, a pu être écrite d'une manière pas tout à fait juste ou quoi que ce soit, mais quand même, il y a des traces de ça. Et là, on est dans un mouvement qui est pareil, qui part des mecs qui ont faim, et des gens qui aussi veulent changer le système parce que le partage des richesses n'a toujours pas beaucoup avancé, et que la difficulté pour ce mouvement, c'est que comment faire abstraction, enfin comment prendre le pouvoir, où on a vu qu'à chaque fois le pouvoir qui a été pris entre guillemets par le peuple, ça a fait des choses, mais ça a finalement remis en place plus ou moins toujours le même système. Et c'est ça que je trouve qui est une difficulté là. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il n'y a pas de tête au sommet des Gilets jaunes. C'est que on se méfie du pouvoir. C'est ça c'est ça que je trouve le compliqué. C'est-à-dire que le pouvoir fait peur, comme si le pouvoir est quelque chose qui dénature, qui travestit les bonnes intentions au départ. Et je ne sais pas jusqu'où c'est pas quelque chose qui pèse aussi, et qui fait que on peut dénoncer, on peut se rebeller contre les choses, mais comment reconstruire? Puisque là où on en est, comme disait Swan, c'est que on est dans un système qui, on le voit bien depuis un certain nombre d'années, va gentiment dans le mur. Ce système, il faut qu'on le fasse péter, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça fait peur à tout le monde. Mais c'est comme un divorce. Deux personnes s'engueulent, il y a un moment où il faut couper. Et puis on se pose, et puis on va réfléchir, et puis on va changer les choses. Mais on ne peut pas continuer de continuer ce système ensemble. Enfin voilà, ma métaphore, je me perds avec mais malgré tout, on a l'enseignement de l'histoire, c'est-à-dire que justement, on pourrait éviter de répéter certaines erreurs. On sait le poids d'une révolution, ce qui peut arriver, une contre-révolution. Nous, dans notre révolution française, on a connu la terreur. On sait ce qu'est le travail d'une assemblée constituante. On peut imaginer qu'en bonne intelligence, en connaissant notre histoire, on puisse, pas forcément tout éviter, mais en tout cas se prémunir de tomber dans ce que vous êtes en train de dire. On peut l'espérer, mais je pense qu'il y a ça qui pèse quand même dans les esprits, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite dans ce sens-là, et que malgré tout, on est dans un système où il y a toujours des dominants et des dominés, et comment inverser ça? Moi, je crois que tout au fond, pour me laisser aller, je pense que tout au fond, évidemment, c'est dans l'éducation, c'est là que ça commence. C'est là, c'est dans le changement des mentalités, où on n'apprend pas à être le meilleur ou à être bon. Un enfant qui rentre à l'école, on n'a pas à lui dire t'es bon ou t'es mauvais, c'est pas possible. Mais c'est comme ça que nos enfants sont élevés.
Il m'est arrivé des fois de me sentir... alors j'écris aussi, je réalise, etc. Il y a des choses, voilà, là où je porte quelque chose et j'en suis... je veux dire, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Comme comédien, je l'ai eu pas tant que ça, cette sensation de servir dans la société. Quand j'ai travaillé je travaillais avec une compagnie qui faisait du théâtre forum. Où là, on allait dans les lycées et on faisait des pièces sur la drogue, sur la violence. Et où après, les jeunes, tu dois connaître le système du théâtre forum, les jeunes montaient sur la scène et disaient moi je pense qu'il faudrait faire comme ça, etc., etc. Et là, j'ai vraiment eu la sensation de servir à quelque chose. Comme j'ai eu la sensation de servir quand j'ai fait des interventions dans des maternelles enfin dans des classes primaires plutôt. Ça va j'ai eu des enfants de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Où avant de commencer, je leur faisais faire une relaxation. Juste de se poser, c'est pas une méditation, juste de se relâcher comme ça. Et où tout à coup, il y a un enfant qui rit, puis t'en as un deuxième, et tout à coup, pendant 2-3 minutes, ils sont tous en train de rire. Là, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Alors, il y a un sentiment de transmettre quelque chose, simplement de partager. Oui, et puis de transmettre quelque chose qui va aller qui va à l'essence, qui va au fond, quoi. C'est assez vite, nos enfants sont très vite conditionnés aux résultats, à correspondre, etc., etc. Et mon Dieu, il y a du boulot. Il y a du boulot. Apprendre le plaisir de donner, ça peut être pas mal, ça. Il y a pas mal de choses à ce niveau-là qui ne sont pas abordées. Enfin, tout ça, pour moi, c'est contenu dans la possibilité que ça bouge et que c'est par là aussi que ça doit bouger. Mais ça va mettre du temps. Les jeunes sont de plus en plus, ont accès de plus en plus à l'information. Donc la conscience, je pense qu'elle ne peut pas, ça peut pas redescendre. Ou c'est une volonté autre qui est de censure et d'empêcher. Je crois que les choses ont trop avancé pour qu'on puisse maintenant, on parle notamment d'Internet, je crois que malgré tout, les algorithmes, tous ces trucs-là, je pense que l'information, on peut la prendre, on peut grandir, et que ça... nos jeunes, moi je le vois, j'ai 2 enfants, ils ont une conscience des choses. Alors après il y a la conscience, puis après il y a la responsabilité. C'est de se sentir responsable. Ça c'est autre chose. Après, c'est un vaste débat. Il faut en parler en effet de l'accès à l'information, que la boîte de Pandore a été ouverte par Internet, qui permet à des gens qui n'auraient pas eu accès à l'information autrement de pouvoir y accéder. Et puis il y a aussi, comme on parlait de révolution et de contre-révolution, on voit que ça s'active pas mal en coulisses, notamment au niveau des algorithmes. On sait que l'IA arrive, et que lorsque l'IA arrivera, là ça va devenir très très compliqué, mais là je pense qu'on s'évade très très loin. Donc pour revenir à Swan... Je fais juste une petite phrase comme ça. Non mais quand même, c'est Aldous Huxley qui dit ça, le meilleur moyen d'asservir un peuple, c'est qu'il s'asservisse lui-même, donc abrutissons-le. Et il va être ravi d'aller s'abrutir tout seul. Donc Internet c'est aussi ça. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi et en même temps c'est à double tranchant. Mais évidemment la réponse c'est ça, pour moi c'est pas discutable, c'est l'éducation. Et donc quand tu parles d'une époque et tu dis quelle va être la suivante, bon bah s'il y a une conscientisation, ces gens-là vont élever leurs enfants. Et évidemment qu'aujourd'hui, pour certains, pas tous, mais on élève nos enfants dans un souci de respect de la nature, de faire attention à l'électricité, à l'eau, à plein de choses. Voilà. Comme nous on n'a pas été élevés. On a été élevés aux OGM, à la clim, ça fumait les cigares dans la bagnole, on fermait les fenêtres, et enfin je veux dire, voilà, pas de ceinture. Donc c'est sûr que... Alors on vit dans un monde un peu plus triste, parce que d'un coup même manger du chocolat, ça devient vraiment très dangereux. Mais oui, c'est à travers l'éducation que tout peut passer, que tout peut changer. Dernière question à tous les deux, une partie des Gilets jaunes en veut énormément à certains acteurs connus, des acteurs qui ont fortement décrié le mouvement, que ce soit les Gilets jaunes ou l'opinion publique ne doit pas forcément focaliser sur les réactions négatives, puisque d'autres acteurs ici présents prouvent la contradiction, prouvent qu'en effet ils peuvent soutenir le mouvement. Qu'auriez-vous à dire à cette portion du peuple que représentent les Gilets jaunes vis-à-vis du monde du cinéma qui se sent concerné ?
Alors moi je peux difficilement répondre de manière globale pour les acteurs ou les gens du cinéma ou du spectacle. Tout ce que je peux dire c'est que c'est une micro-société comme n'importe laquelle, donc il y a de tout. Il y a des puissants, il y a des précaires, dans le cinéma aussi. Les acteurs en fait c'est des gens, c'est des personnes, voilà. Et puis il y a des gens qui sont plus ou moins touchés, plus ou moins sensibles. Donc après il est étonnant ce métier parce qu'en fait c'est aussi un métier où on rencontre des gens, où on rentre dans des mondes et des manières de vivre qu'on n'aurait pas vu si on faisait un autre métier. Voilà. Mais après je crois que ça c'est vraiment chacun vis-à-vis de lui-même. Voilà, moi j'ai une éducation comme ça en fait, j'ai été élevé comme ça, donc j'ai cette conscience qui est à la fois personnelle, à la fois qu'on m'a transmise, et donc c'est vrai qu'il y a un truc parfois qui peut paraître un peu paradoxal entre un métier qu'on fait qui est plein de paillettes comme on dit, et en même temps des films qu'on fait qui racontent une réalité dure, voilà. Mais je crois qu'on peut réussir à être absolument une seule personne pour autant. Voilà. Donc c'est pas tous des... C'est ça. Voilà. J'allais résumer en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le monde du cinéma, c'est vraiment à l'instar du monde de la société française, c'est-à-dire qu'on retrouve de tout, on retrouve des sensibilités complètement différentes, et ce n'est pas un statut ou un autre qui permet de définir qui se trouve derrière la personne ou son identité. Et après on a trois stars qui d'un coup sont mises en lumière et évidemment qui vont être sous les feux, et en même temps c'est des gens qui sont déconnectés de la même manière que les gouvernants et les élites contre lesquels on essaie de se battre. Ils sont déconnectés aussi, ils comprennent pas la réalité. Mais quand même, il faut dire que dans le milieu du spectacle, du cinéma, enfin dans tous les milieux artistiques, en fait, c'est des gens, Xavier pourra le dire aussi, chez les acteurs, il y en a quand même très peu qui n'ont pas passé au moins 10 ans à galérer avant d'y arriver, quoi. Vraiment. Et c'est quand même des milieux souvent militants. Enfin, il suffit de voir quand on attaque le régime des intermittents, il suffit de voir comment ils vont dans la rue tout de suite. C'est vrai. Xavier, un avis sur la question, que ce soit sur les acteurs en général ou sur ce que vient de dire Swan ? Je pense qu'on peut parler qu'en son nom, quoi. Et que dans le cinéma, oui. En même temps, vous êtes tous les deux ici aujourd'hui, donc vous représentez à vous deux une forme de réflexion commune. Oui, mais donc elle est réunie. Swan a la carrière qu'il a, moi j'ai la carrière que j'ai, et on se retrouve et au-delà de tout ça, on a rien à foutre, quoi. C'est pas ça le plus important. Mais ce que je trouve, quand j'ai fait la manifestation avec les sous-marins jaunes, où on a étendu cette banderole où il était écrit « Nous ne sommes pas dupes, les gens de la culture et de l'art », et que j'ai vu des gens s'arrêter, applaudir, être émus, et un vieux monsieur, je sais pas ce qu'il faisait, mais je sentais que le gars, il était là, il venait tous les week-ends, etc., et qui dit la culture, enfin, on vous attend depuis longtemps, quoi. Moi, ça m'a profondément ému. Et donc, voilà, on est là. Enfin, on est là. Même si Macron ne veut pas, on est là. Et puis s'il y en a qui sont pas là, ils sont pas là, et ça les regarde. Mais cette conscience, elle n'est pas limitée à des gens du cinéma ou pas de cinéma ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'était juste pour offrir un pendant aux Gilets jaunes, aux citoyens qui pourraient fixer un peu trop justement sur ces acteurs anti-Gilets jaunes, de montrer qu'il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même sac et que bien évidemment les sensibilités diffèrent selon les personnes. Ce serait intéressant que ces gens-là, qui sont sans doute assez heurtés par le fait que dans les Gilets jaunes, on fasse un amalgame de plein de trucs et on les dise une chose, qui réfléchissent aussi, qui se disent non, à l'extérieur c'est pas aussi une chose. Absolument. C'est exactement pareil. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que les Gilets jaunes et les policiers, comment dire ça, parce que je veux dire, c'est que chez les policiers, il y a des gens bien aussi. Je veux dire que la fonction au départ, elle est quand même assez noble, assez belle. Que l'image maintenant
qui est collé sur la gueule de tous ces policiers, à juste titre pour certains, qui se comportent comme des voyous, mais c'est absolument scandaleux et pas acceptable, mais qu'en même temps, à l'intérieur, il y a des gens comme toi et moi qui ressentent les mêmes choses, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, et je crois que c'est important que aussi on fasse pas... Voilà, les gilets jaunes, c'est pas que ça. Les policiers, c'est pas que ça. Parce qu'on crée encore une fois une division entre ces deux. On les oppose, super. Et je trouve que c'est peut-être... faut peut-être juste y réfléchir. Swan, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois, tout à l'heure, non ? Non, voilà, juste ce que je voulais dire, c'est que dans beaucoup de discussions, parce qu'il y a quelque chose qui est assez incompris parfois, et moi j'ai même des proches qui me disent, mais t'as vu comment ça se passe là-bas ? Tu vis en dictature, toi ? On est en dictature, nous, ici. Je dis, mec, rends-toi bien compte qu'on est dans une démocratie. Et là, il y a un truc extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'apparemment, il n'existe rien entre la démocratie et la dictature. Et apparemment, au milieu, il n'y a rien. Et l'autre jour, j'entendais Alain Damasio qui parlait à la radio et qui parlait de démocrature. Et j'ai dit, bah putain, c'est ça. Donc oui, en effet, on ne vit pas dans un pays où quand on sort dans la rue, on nous tire dessus avec vraiment des armes de guerre. Parce que ce ne sont pas des armes de guerre. Donc oui, il n'y a pas 25 morts, 50 morts par manifestation. Oui, on n'est pas à Gaza, d'accord. Mais il n'empêche qu'on est quand même dans une atteinte à nos libertés, on est quand même de plus en plus, on voit, il y a quand même la DGSI qui convoque des journalistes d'investigation parce qu'ils ont essayé d'enquêter sur la vente d'armes de la France en Arabie Saoudite, enfin voilà. Donc il y a quand même un vrai problème sur nos libertés, un problème sur cette démocratie, et oui on est d'accord, nous ne sommes pas dans une dictature. Donc merci Alain Damasio, on pourra peut-être appeler ça une démocrature.